Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Vous l'avez sans doute compris en regardant les vidéos de cette chaîne, j'aime le tarot parce qu'il aide à donner du sens, à éclairer les questions que l'on se pose dans la vie. C'est un compagnon précieux, surtout il ne juge pas, ne moralise pas et propose comme un bon coach des pistes d'évolution et de compréhension qu'on n'aurait pas forcément vues seul. Et puis, il y a autre chose que j'aime particulièrement, le tarot ne tourne pas autour du pot. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et ça, c'est exactement l'esprit de la carte dont nous allons parler aujourd'hui, qui est la carte de la justice. Alors c'est une carte que j'aime bien déjà, très personnellement, parce que je suis du signe de la balance, donc forcément, il y a quelque chose qui résonne, mais au-delà de ça, c'est surtout une carte que j'apprécie pour sa clarté. La justice ne contourne pas les problèmes, elle ne cherche pas à les adoucir, elle va vraiment regarder les choses en face. Évidemment, elle nous oblige à faire la même chose. Donc là où certaines cartes peuvent être plus éthérées, plus ouvertes, plus diffuses, comme l'étoile par exemple, la justice, elle est beaucoup plus tranchée. Elle est dans quelque chose de concret, de posé. Certains la décrivent même comme implacable. Et c'est intéressant parce que ça peut aussi être une limite, c'est-à-dire une forme de rigidité, une difficulté à nuancer. Mais ce qui me parle, moi, c'est pas forcément cet aspect-là, c'est plutôt son exigence de clarté. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est flou, avec tout ce qui évite la vérité, avec les choses trop générales, et la justice, justement, oblige à regarder précisément, parfois jusque dans tous les petits détails. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, même si je sais que ça peut agacer certaines personnes autour de moi. Alors avant d'entrer dans le détail de la carte, je vais faire comme d'habitude un petit détour par son histoire, parce que la justice, comme les autres arcades, ne sort pas de nulle part, elle s'inscrit dans une tradition, dans une construction symbolique qui s'est faite au fil du temps. Et pour ça, je vais m'appuyer notamment sur les travaux d'Isabelle Nadolny, qui est vraiment d'une aide précieuse dans tout ce qui touche à l'histoire du tarot. Je la remercie en passant pour ces deux magnifiques ouvrages que j'ai dans ma collection, Histoire du tarot et Histoire avec un S, Histoire du tarot. On commence par son nom. Alors on retrouve différentes formes selon les jeux et les époques. On a Justitia, Siustitia, Justice, Justice écrit différemment, puis simplement la justice. Quant à sa position dans le tarot, elle n'a pas toujours été fixe. Elle apparaît par exemple en numéro 20 dans certaines listes anciennes d'atouts, en numéro 20 dans ce qu'on appelle l'ordre B, ou encore en position 7 dans le tarot de Jacques Vieilleville. Le mot lui-même remonte à la fin du XIe siècle. Il vient du latin justitia, issu de ius iuris, qui signifie le droit. Alors j'espère que je prononce bien le latin parce que je n'en ai pas fait, même si ma maman était prof de lettres classiques. Donc la justice à l'origine, c'est une juste appréciation, un respect des droits et du mérite de chacun. Mais la justice ne se limite pas à une définition juridique. Elle s'inscrit aussi dans une tradition morale et philosophique beaucoup plus large. Dès l'Antiquité, on retrouve l'idée des 4 vertus cardinales: la prudence, la justice, la force et la tempérance, déjà présentes dans la République de Platon. Cette classification est reprise au VIe siècle par le père de l'Église Grégoire le Grand, puis développée par saint Thomas d'Aquin. Pour eux, ces vertus sont fondamentales parce qu'elles structurent la vie morale. Elles en sont à la fois la base et l'axe. À ces 4 vertus seront ensuite ajoutées les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Dans l'art médiéval et de la Renaissance, ces vertus sont très largement représentées. Elles apparaissent sous forme de figures féminines, chacune avec des attributs précis. On les retrouve par exemple dans les fresques de Giotto à Padoue au début du XIVe siècle, mais aussi dans l'art roman, dans les manuscrits enluminés
ou encore dans les représentations du bon gouvernement. Ces figures ne sont pas simplement décoratives, elles ont surtout une fonction pédagogique. Elles sont là pour guider, rappeler les comportements attendus et encadrer symboliquement l'exercice du pouvoir. La justice, dans ses représentations, hérite d'attributs très anciens, notamment de la déesse grecque Thémis, qui tient une balance et une épée. Selon Aristote, ces deux éléments correspondent à deux dimensions de la justice. La balance qui mesure et équilibre et le glaive qui tranche et applique. Ces symboles seront ensuite repris dans l'iconographie chrétienne, notamment avec la figure de l'archange Saint-Michel, chargé de peser les âmes des défunts avant de les juger. Dans le tarot, la figure de la justice évolue finalement assez peu. Elle va conserver son nom, ses attributs et sa posture. Ce qui change surtout, on l'a vu, c'est sa place dans la série des atouts. On la trouve donc parfois en 20e position, notamment à proximité du jugement dernier. Et il est important de préciser que dans les interprétations anciennes, la justice n'est jamais perçue comme une carte négative. Comme les autres vertus, elle fonctionne plutôt comme un modèle. Ça va être une invitation à incarner ce qu'elle représente. Du côté des premières interprétations divinatoires à la fin du XVIIIe siècle, la justice est associée à l'équité. Chez Eteia, par exemple, elle intervient dans des combinaisons où elle rend justice à d'autres cartes selon leur position dans le tirage. Au début du XXe siècle, Papus parle d'équilibre universel, de répartition. Oswald Wirth insiste sur l'ordre, la méthode, la régularité, tout en introduisant aussi une nuance intéressante. Cette recherche d'ordre peut devenir rigidité, conformisme, excès de règles. Enfin, Paul Marteau, en 1949, propose une lecture beaucoup plus intérieure. Pour lui, la justice représente un jugement profond, presque intime, une forme de conscience qui évalue les actes, leurs conséquences et l'équilibre ou le déséquilibre qu'ils produisent. Elle est liée à la clarté mentale, à la capacité de discernement, mais aussi à une certaine rigueur, parfois vécue comme sécheresse. Dans ces aspects plus difficiles, elle peut évoquer des ruptures, des séparations, ou encore des situations où quelque chose doit être tranché. Et maintenant, je vous propose qu'on revienne à la carte elle-même et qu'on commence simplement par la décrire. Et me revoilà avec la carte du tarot de Marseille, Camouin Jodorowsky comme d'habitude, avec un personnage qui pour la première fois dans le tarot de Marseille nous regarde de face. Alors, on a un visage qui est tourné directement vers nous, avec ce personnage qui est assis dans une position qui n'est pas complètement claire. On ne distingue pas vraiment de siège et les jambes semblent repliées, peut-être croisées comme dans la position du lotus. Vous voyez, un peu comme ça. Derrière elle, on voit une sorte de paravent qui est rouge et orange, qui est encadré par deux piliers jaunes. Et l'un de ces piliers est surmonté d'une petite boule orange. Le personnage porte une robe très colorée avec du vert, du bleu, du rouge, du jaune, du bleu clair. Autour du cou, on distingue un cordon ici, dont la nature n'est pas immédiatement identifiable. Sur la tête, elle porte une sorte de couronne ou de coiffe, au centre de laquelle apparaît une forme circulaire, là, qui évoque un troisième œil. Dans sa main droite, donc à gauche, pour nous qui regardons la carte, elle tient une épée verticale dont la pointe est tournée vers le haut. Et dans sa main gauche, elle tient une balance qui est légèrement inclinée. Le sol de couleur jaune, avec un aspect irrégulier, bosselé, qui rappelle un sol de terre battue. On y voit également ici une petite pousse orange. L'ensemble donne une impression de stabilité, mais aussi de présence très directe. Le visage est fixe, il ne sourit pas.
Il y a quelque chose de posé, de calme dans l'attitude de la justice, mais en même temps, on sent une forme de fermeté. C'est pas une figure légère ou détendue, hein. Elle est là, face à nous, sans détour. Dans l'approche de Jodorowsky et Costa, dans leur livre La Voix du tarot, la justice est d'abord liée au nombre 8. Alors le 8, c'est présenté comme un nombre d'accomplissement. Après le 2, le 4 et le 6, il marque un état où il n'y a plus rien à ajouter et plus rien à retirer. Graphiquement, il est formé de 2 cercles superposés, un pour le ciel, un pour la terre. Il est aussi le double du 4, ce qui en fait un double carré, une stabilité à la fois matérielle et spirituelle. La justice serait donc une figure d'équilibre, mais aussi de perfection. Et pourtant, cette perfection n'est pas synonyme de symétrie. On a une carte qui est vraiment construite de manière dissymétrique. Donc le pilier qui est à notre droite, ici, il est légèrement plus haut que le droit. Le collier aussi, on voit qu'il monte davantage d'un côté. Les plateaux de la balance sont clairement pas alignés et l'épée elle-même n'est pas complètement parallèle à la colonne. Cette dissymétrie est volontaire et vient rappeler que l'équilibre n'est pas une rigidité parfaite. Si on observe la balance, on remarque que la justice l'influence avec son coude d'un côté et son genou de l'autre. Donc cette intervention, on peut la comprendre de plusieurs manières. Elle peut évoquer bien évidemment une forme d'injustice ou de manipulation, mais elle peut aussi être l'indication qu'il ne faut pas confondre perfection et perfectionnisme. Une perfection figée serait inhumaine, car elle empêcherait toute évolution. La justice inviterait alors à viser une forme d'excellence, qui est quelque chose de plus vivant, de plus ajusté. Une autre lecture consiste à voir dans cette légère inégalité une expression de l'instabilité du vivant. Dans ce cas, la justice ne corrige pas cette instabilité, mais elle l'accompagne dans un élan de miséricorde. Le personnage lui-même est à la fois humain et relié à un plan supérieur. Vous avez ses cheveux ici, couleur chair, et puis le vêtement qui descend dans la terre, qui en fait l'ancre dans le monde matériel. Mais sa coiffure, son chapeau, ici avec une bordure blanche, indique un lien avec une forme de pureté. Et le cercle présent sur sa couronne au niveau du front est donc interprété comme un troisième œil, c'est-à-dire une capacité à voir au-delà du plan immédiat. La justice est aussi la première figure du tarot, je vous l'ai dit, qui regarde directement en face, et ce regard frontal crée une relation directe avec celui qui consulte. Bien sûr, il va inviter à une forme d'introspection, un face-à-face avec soi-même, et l'enjeu devient alors se rendre justice à soi-même en optant pour ce qui nous fait du bien, ce qui comble nos besoins et en nous débarrassant de ce qui nous est inutile. Certains détails viennent compléter cette lecture. On a une grande zone ici, violette, sous le coude, qui est associée à la sagesse. Le bleu aussi, qui est présent sur la balance, mais aussi sur l'épée, ici, qui est relié à une dimension spirituelle, peser, mais aussi trancher ce qui est inutile. Et puis ce geste de la main qui tient la balance, qui est interprété comme un mudra, c'est-à-dire un geste rituel, où les différentes dimensions de l'être humain, la pensée, l'émotion, le désir, le corps, se rejoignent dans une unité. Sur son vêtement, ici on a des motifs en forme de triangle qui rappellent l'hermine, symbole de noblesse, mais ici il va s'agir d'une noblesse intérieure, celle de l'esprit et de l'action juste. Dans une lecture, la justice peut représenter une figure maternelle ou une autorité structurante. Elle peut être vécue de manière contraignante, comme une exigence excessive, un jugement, une rigidité, mais elle peut aussi être une alliée précieuse apportant clarté, discernement et capacité à trancher.
Sa leçon principale serait alors la suivante: apprendre à se donner ce que l'on mérite, tout en se séparant de ce qui n'a plus lieu d'être. Ça, c'est quand même top, comme philosophie. Ce serait dire oui, dire non, distinguer ce qui relève d'un jugement objectif de ce qui relève du subjectif. La justice est un principe d'équilibre universel, une force qui donne à chaque chose sa place. Elle affirme rendre à chacun ce qu'il mérite, maintenir l'ordre du monde et éliminer ce qui s'en écarte. Elle se situe à la jonction entre la matière et la conscience et se définit comme une perfection qui n'admet ni ajout ni retrait. Chez Jodorowsky et Costa, la justice était surtout abordée comme une figure d'équilibre cosmique et spirituel, profondément liée à la notion de perfection. Alors maintenant, on passe à l'analyse de Chris Hadar dans ses livres donc, qui analysent le tarot. Et nous avons une justice qui devient plus froide et plus méthodique, mécanique même. Et sa vision de la justice, c'est celle d'un univers qui est beaucoup plus structuré, où domine la logique, l'organisation et les lois qui régissent aussi bien l'univers que les comportements humains. Chris Hadar décrit la justice comme une figure hiératique, froide, armée d'une balance et d'une épée, ce qui est évidemment son cas, on ne peut pas dire le contraire. Donc dès le départ, elle apparaît comme une puissance de maîtrise intérieure. Pour lui, la véritable maîtrise consiste à harmoniser ce que nous sommes avec notre environnement. La justice fonctionne alors selon une logique d'équilibre permanent. Toute action entraîne une réaction, tout acte produit des conséquences. L'être humain doit donc apprendre à contrôler ses actes et ses émotions pour rester en accord avec les lois qui structurent le monde. Alors, si vous êtes familier des livres de Chris Hadar, et notamment mon premier livre de tarot, c'est le titre, vous savez que cet auteur adopte souvent la forme d'un dialogue avec la carte elle-même. Et la justice, dans ce dialogue, insiste immédiatement sur la nécessité de la logique et de la méthode. Elle observe, elle analyse, elle compare, elle pèse évidemment le pour et le contre. Tout ce qui est analysé doit ensuite être synthétisé puis réévalué à nouveau. La justice devient alors un principe d'organisation mentale, une manière de structurer la pensée pour éviter les débordements émotionnels. Autant dire que c'est un personnage qui est très cerveau gauche, comme on dit, très rationnel. Chris Hadar associe également la justice au chiffre 8. Bon, ça, dans le tarot de Marseille, de toute façon, ce sera le chiffre 8. Et comme chez d'autres auteurs, ce 8 est relié à l'infini ou ce qu'on appelle le lemniscate, cette forme comme ça de 8, en fait, horizontale. Donc il va retrouver cette forme dans plusieurs détails de la carte. Alors par exemple dans les plis du vêtement, ici, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais ça fait comme un 8. Dans la couronne, c'est-à-dire il y a plusieurs cercles, il y a 2 cercles, 1 et puis 2, donc on pourrait y voir un 8. Dans les plateaux de la balance également. Bon, j'avoue que dans les plateaux de la balance, je vois pas trop de 8. Si vous arrivez, vous, à le voir, indiquez-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors, tout semble construit autour d'un mouvement ondulatoire et continu, tout sauf 2 éléments, l'épée et l'axe de la balance qui reste à peu près droit. Pour Chris Hadar, cette opposition est essentielle puisque l'épée sert à trancher ce qui va rompre l'harmonie générale. La justice est aussi représentée strictement de face. Regardez ces yeux noirs, sans pupille, qui vous percent du regard. Je vais vous approcher même la carte pour que vous voyez bien son regard. Voilà, on n'a pas de pupille, donc ça fait un petit peu inhumain presque, ce regard comme ça. Alors cette frontalité traduit pour Chris Hadar une forme de neutralité et d'impartialité, puisque bien évidemment on ne peut pas avoir d'émotion dans le regard, donc ça reste quelqu'un de très neutre. Elle va pencher ni d'un côté ni de l'autre, et elle va suspendre l'émotion pour laisser mûrir la pensée avant le passage à l'action.
Ces attributs prolongent cette idée avec la balance qui représente l'équilibre, la pesée, le pour et le contre, l'épée qui va introduire cette capacité de décision. Et Chris Hadar va même plus loin en montrant que le corps entier de la justice devient lui-même une balance vivante dont l'épée serait l'aiguille centrale, même si ici elle n'est pas au centre de l'image. Dans sa lecture du tarot, la justice prolonge aussi les arcanes précédents. Elle vient rééquilibrer les forces mises en mouvement par l'amoureux et par le chariot, puisque le chariot représente pour Chris Hadar la personne qui est devenue consciente et responsable. La justice intervient alors comme le principe qui applique les lois et rappelle les conséquences des actes. Chris Hadar insiste beaucoup sur l'idée de loi universelle. Pour lui, la justice n'est pas seulement morale ou sociale, mais elle participe à l'organisation même du cosmos, en structurant le chaos, coordonnant les forces opposées et maintenant un équilibre dynamique permanent. Elle agit sans haine ni amour, uniquement selon une logique d'harmonisation. Mais cette logique ne doit pas être confondue avec une rigidité qui serait purement rationnelle. Et à un moment dans son livre, dans le chapitre sur la justice, Chris Hadar introduit une idée très intéressante qui est la logique de la justice ne serait finalement qu'un outil permettant d'approcher quelque chose de beaucoup plus vaste et plus mystérieux. Il pose alors cette question: est-ce que l'amour ou la spiritualité sont réellement des notions logiques? Et pourtant, selon lui, ce sont elles qui gouvernent profondément le monde. En divination, Chris Hadar associe très souvent la justice aux institutions, aux lois, bien sûr, à l'administration et aux structures officielles. Elle peut désigner tout ce qui relève des règlements, des procédures, des démarches légales, des démarches gouvernementales. Psychologiquement, elle décrit une personnalité rationnelle, méthodique, qui est capable d'impartialité. Mais dans ses aspects plus difficiles, elle peut aussi devenir froide, querelleuse ou excessivement rigide. Lorsque la carte est à l'endroit, elle apporte ordre, cohérence et structuration. Et à l'envers, évidemment, au contraire, elle va évoquer le déséquilibre, la révolte, les conflits, les règlements de compte ou les difficultés administratives et judiciaires. Donc là où Chris Hadar développe tout ce système autour des lois de l'univers et de la logique, l'auteur israélien Yoav Ben-Dov revient davantage à la carte elle-même. C'est un livre qui est en anglais, qui s'appelle The Marseille Tarot Revealed. Je vous en parle aussi à chaque fois. Donc lui, dans ce livre, il va avoir une approche qui est plus directe, qui est plus visuelle et qui est souvent très attentive aux petits détails du tarot de Marseille. Et voici comment il perçoit la carte de la justice. Donc il commence par replacer la justice dans l'histoire des vertus cardinales. Comme d'autres auteurs, il rappelle que la morale chrétienne médiévale a repris à la philosophie grecque les 4 vertus cardinales: la justice, la force, la tempérance et la prudence. 3 d'entre elles apparaissent directement dans le tarot, et parmi elles, la justice reste encore aujourd'hui une image immédiatement reconnaissable, notamment dans les représentations modernes du système judiciaire. La balance remonterait à Maat, la déesse égyptienne de la justice, qui pesait le cœur des défunts afin de déterminer leur valeur morale. Cette symbolique aurait ensuite été reprise par Thémis, la déesse grecque de la justice, puis dans les représentations chrétiennes du jugement dernier, l'épée et la balance deviennent des attributs de Saint Michel, l'archange chargé de peser les actes humains et de combattre les forces du mal. Dans son sens le plus direct, la justice renvoie évidemment aux lois, aux tribunaux, aux procédures judiciaires ou à la figure du juge. Mais Ben-Dov élargit rapidement cette lecture, puisqu'il va dire que la balance représente aussi le fait de peser le pour et le contre, on l'a vu ça avec Chris Hadar, d'examiner une situation avec équité ou de chercher une décision équilibrée tenant compte de tous les éléments. L'épée, quant à elle, peut représenter la justice punitive, celle qui sanctionne les fautes et les transgressions. Elle peut aussi évoquer une attitude critique ou très exigeante.
Cette exigence peut être positive lorsqu'elle correspond à une véritable conscience morale, mais elle peut aussi devenir une forme de rigidité, de jugement excessif, voire d'auto-condamnation. Bendov parle également d'un juge intérieur. La justice peut représenter cette voix intérieure qui évalue, critique ou culpabilise. Elle peut aussi prendre la forme d'une figure parentale sévère ou très normative. Le regard frontal de la carte devient alors particulièrement important. Pour Bendov, ce face-à-face invite à l'introspection et à l'examen de soi. Comme un tribunal qui doit rendre une décision claire, l'épée suggère la nécessité de trancher. La carte peut donc apparaître lorsqu'une décision importante doit être prise, parfois après une longue période d'hésitation ou de délibération. Il remarque aussi que l'épée se trouve du côté gauche de la carte, alors évidemment quand on la regarde nous, et donc le côté gauche est associé au passé, et elle pourrait alors indiquer la nécessité de couper avec quelque chose d'ancien ou de se détacher d'une situation passée. Le nombre 8 joue également un rôle important dans son interprétation. Il associe ce nombre à une structure intellectuelle et rationnelle. Cette dimension apparaît dans la posture très ordonnée de la figure, dans les lignes droites du haut de la carte, mais aussi dans les symboles de l'intellect que sont l'épée et la couronne. Et il fait aussi remarquer que le mot français juste renvoie à la fois à la justice et à la précision. La carte peut donc évoquer une pensée claire, rationnelle, méthodique, ou encore une approche presque scientifique fondée sur des concepts précis. Mais cette rigueur peut aussi devenir conformisme ou enfermement dans les normes établies. Bendov oppose alors deux parties de la carte. Ici, la première partie, la partie supérieure, tout est droit, structuré, on dirait presque artificiel. Et dans la partie inférieure, au contraire, apparaissent des formes plus souples et plus ondulantes, autant le sol que les vêtements de la justice. Donc, pour lui, cette opposition représente la domination de l'esprit sur les passions. Le haut contrôle et organise les forces instinctives et émotionnelles du bas. Dans cette logique, l'épée peut représenter une forte discipline intérieure, mais elle peut aussi devenir une autocritique trop sévère, capable d'étouffer la créativité et l'expression personnelle. Et enfin, Bendov observe lui aussi ce détail qu'avaient remarqué les auteurs cités avant, que ni l'épée ni la balance ne sont parfaitement droites, toutes deux penchent légèrement vers la droite d'ailleurs, côté qui est associé au futur. Et cette inclinaison n'est pas accidentelle, on l'a vu, le coude de la justice appuie clairement sur la balance. Il propose alors une lecture très nuancée de ce geste. Si l'un des plateaux représente les fautes et l'autre les mérites, la justice semble volontairement faire pencher la balance du côté positif, celui qui est à droite, côté futur. Autrement dit, elle introduit une part d'humanité, de grâce ou de miséricorde dans l'application stricte de la loi. La carte pourrait donc suggérer qu'une décision purement rationnelle ne suffit pas toujours et qu'il faut parfois laisser une place à la compassion. Mais Bendov précise aussi que renversée, la carte peut au contraire évoquer un jugement faussé, injuste ou biaisé. Emmanuelle Iger, elle déplace encore le regard, typique de sa prose et puis de son analyse du tarot qui est très psychologique. Donc la question n'est plus seulement qu'est-ce qui est juste, mais plutôt envers quoi ou envers qui suis-je réellement responsable. Emmanuelle Iger commence par souligner ce détail dont on n'a pas encore parlé. Traditionnellement, la justice est représentée avec les yeux bandés, ce qui garantit son impartialité. Une justice qui regarderait les personnes qu'elle juge risquerait d'être influencée, plus indulgente avec certains, plus sévère avec d'autres. Mais dans le tarot de Marseille et dans le Rider-Waite d'ailleurs pareil, la justice n'est pas aveugle. Au contraire, elle nous regarde directement. Pour Emmanuelle Iger, cela change complètement le sens de la carte. Il ne s'agit plus de la justice sociale ou judiciaire, celle qui applique les mêmes règles à tous.
La justice du tarot juge finalement plus notre rapport à nous-mêmes. Et son regard frontal devient presque difficile à soutenir car il nous ramène à notre propre responsabilité, non pas seulement par rapport à nos actes, mais par rapport à ce que nous sommes profondément. Si on relie la justice aux arcanes précédents, ça pourrait donner: le pape introduit l'idée du sacré, l'amoureux montre un désir guidé par quelque chose de supérieur, le chariot accepte de suivre cette direction intérieure, et la justice vient poser une question décisive. Avons-nous été fidèles à cette voie intérieure ou nous sommes-nous trahis nous-mêmes? Pour elle, la justice ne nous compare pas à une morale extérieure ou à des règles sociales. Elle nous compare à ce que nous sommes réellement derrière les apparences. C'est pour cela qu'elle insiste aussi sur le voile présent dans la carte, ainsi que sur les colonnes qui rappellent celles du pape ou de la papesse. Comme eux, la justice renvoie à une énigme encore incomplètement révélée, qui est la question du « qui suis-je » Emmanuel reprend également le détail déjà observé par d'autres auteurs, le fait que la justice semble déséquilibrer volontairement sa balance avec son genou ici, ou le coude, les deux d'ailleurs. Mais ici, cette tricherie, entre guillemets, prend un autre sens. Contrairement à la justice humaine qui applique les mêmes règles à tous, la justice du tarot jugerait chaque individu selon sa propre vérité intérieure. Chaque cas devient donc unique. Nous avons des devoirs envers nous-mêmes. Se trahir intérieurement, accepter des situations qui nient ce que nous sommes profondément, devient alors une forme d'injustice envers soi. Mais cette fidélité à soi-même ne doit pas être comprise comme une opposition systématique à la société. Nous sommes aussi des êtres sociaux, et faire comme si nous pouvions vivre totalement en dehors des autres serait encore une contradiction intérieure. La justice demande donc un équilibre plus subtil, rester fidèle à soi-même, sans pour autant nier notre place dans le monde et parmi les autres. Voici donc comment certains auteurs ont analysé la justice du tarot de Marseille, une figure très frontale, très directe, qui nous confronte autant à nos actes qu'à notre rapport à nous-mêmes. Et nous allons maintenant passer à la carte du Rider-Waite et à la représentation de la justice par Pamela Colman-Smith. Donc, voici le tarot Rider-Waite-Smith et bien sûr, on va avoir quelques éléments traditionnels qui sont conservés dans cette version d'Arthur Waite et de Pamela Colman-Smith. La balance, bien sûr, l'épée, on a le trône également, le regard de face, mais la grande différence, c'est que la justice n'occupe plus la même place dans la série des arcanes majeures. Comme vous le voyez, c'est l'arcane numéro 11 maintenant, qui était le 8 dans le tarot de Marseille. Alors ce changement, c'est un choix d'Arthur Waite qui inverse la position de la justice et de la force afin de faire correspondre les cartes aux attributions astrologiques utilisées dans la tradition hermétique de la Golden Dawn. Donc la force étant associée au signe du lion et la justice au signe de la balance, eh bien, il fallait les inverser, sinon ça ne collait pas. Bon, alors, après, quand on analyse le tarot dans toute sa continuité, toutes les étapes du tarot, c'est vrai que ça ne va pas avoir le même impact d'avoir la justice dans cette position. Donc après la roue de fortune, que dans le tarot de Marseille. Donc personnellement, je préfère qu'elle soit en numéro 8, mais c'est ainsi. Bon, après, ça ne va pas changer la face du monde non plus. Donc, on va maintenant regarder comment la justice est représentée dans ce Rider-Waite-Smith et voir si les interprétations changent aussi. Grâce à mes auteurs préférés sur le sujet, vous les connaissez maintenant, Rachel Pollack, Mary Greer, Bene Belwen, et toujours Emmanuel Iger, parce que dans son livre Lire le tarot avec le Rider-Waite, qui a quelques années maintenant, elle prend les cartes du Rider, mais elle les compare aussi un petit peu avec le Marseille. Donc on a aussi ces deux analyses, ces deux visions des deux systèmes. Ok, alors dans le Rider-Waite-Smith, la justice est elle aussi assise entre deux colonnes de pierre avec un grand rideau rouge derrière elle.
Elle porte un vêtement rouge et la couleur dominante de la carte est clairement le rouge, accompagné de quelques touches de jaune ici et de gris sur la pierre. Dans sa main droite, toujours située à gauche pour nous, elle tient une épée verticale et contrairement au tarot de Marseille, cette épée, regardez, est parfaitement droite et alignée, parallèle aux colonnes qui encadrent la figure. Et dans son autre main, elle tient une balance qui, elle aussi, est parfaitement bien équilibrée. Donc là encore, on remarque une différence avec le tarot de Marseille. La justice du Rider-Waite n'influence pas sa balance. Elle ne la touche pas, ni avec le genou, ni avec le bras. Et vous avez deux plateaux parfaitement alignés. Le personnage est assis sur un sol gris, pas du tout naturel comme dans le tarot de Marseille. C'est un sol stable, bien délimité, et donc elle semble moins reliée à la terre que la justice du tarot de Marseille. Vous vous souvenez, on avait ce vêtement de la justice qui paraissait presque s'enfoncer dans le sol. Alors derrière le rideau rouge, on aperçoit une zone lumineuse jaune comme une ouverture vers un espace plus clair. Comme dans le tarot de Marseille aussi, la justice regarde droit devant elle, mais l'ensemble de la carte donne une impression qui est beaucoup plus stable, plus géométrique, plus contrôlée. Je vous montre aussi le regard, puisque c'est important. Voilà le regard de la justice dans le Rider-Waite. Alors, on ne voit pas si elle a des pupilles ou pas. Elle a des yeux assez noirs et enfoncés également. Qui ne rigole pas en tout cas, non plus. Donc pour Benebell Wen, le thème central de la justice est celui de l'équilibre extérieur. La carte peut indiquer qu'un équilibre est en train d'être rétabli dans la vie du consultant, même si celui-ci ne le perçoit pas encore clairement. Ce qui doit arriver est alors ce qui permettra de rétablir cet équilibre. Benebell invite aussi à réfléchir aux notions de jugement, d'équité et d'impartialité, en comparant d'ailleurs la justice à la tempérance. Selon elle, la tempérance représente plutôt un équilibre intérieur, alors que la justice concerne l'équilibre dans le monde extérieur, les relations, les décisions, les conséquences concrètes des actes. La carte peut également annoncer qu'une décision importante doit être prise, et cette décision devrait être prise avec intégrité, honnêteté et impartialité. Benebell Wen rapproche ici la justice des amoureux parce que les deux cartes parlent d'éthique et de choix. Mais dans les amoureux, le choix concerne surtout le consultant, lui-même, et ses désirs personnels. Dans la justice, au contraire, la décision implique aussi les autres, la société ou des conditions extérieures. Dans certains cas, la carte peut représenter des problèmes judiciaires, des litiges ou des conflits légaux. À l'endroit, elle suggère généralement qu'une décision équitable sera rendue. Benebell Wen fait aussi un parallèle intéressant avec la troisième loi de Newton. À toute action correspond une réaction égale et opposée. Selon elle, la justice fonctionne de manière comparable. Chaque action produit une conséquence destinée à rétablir un équilibre dans la situation du consultant. Elle distingue également la justice de la roue de fortune, qui représenterait une forme de justice cosmique ou universelle qui va dépasser le contrôle humain. La justice, elle, concerne au contraire les systèmes créés par les êtres humains, les lois, les règles sociales, les institutions, les décisions rationnelles. Cette idée apparaît symboliquement dans le rideau rouge placé derrière la figure. Pour Benebell Wen, ce rideau masque en partie la lumière naturelle située derrière, qui est là. Donc il représenterait les lois humaines venant s'interposer entre l'être humain et un ordre plus naturel ou plus divin. La justice du Rider-Waite est gouvernée par l'élément R. On retrouve alors des qualités associées à l'intellect, l'analyse, le raisonnement, la distance émotionnelle, la capacité de juger objectivement. Enfin, Benebell Wen propose une lecture très intéressante de la carte renversée. Selon elle, lorsque la justice apparaît à l'envers, le consultant peut avoir l'impression d'avoir été traité injustement, alors que la situation
est en réalité objectivement juste. Le problème ne viendrait donc pas forcément d'une injustice réelle, mais du décalage entre ce que le consultant espérait et ce qui était effectivement juste ou équilibré. La carte invite alors à examiner honnêtement ses propres actions, ses attentes et sa manière de percevoir la situation. Pourquoi cela semble-t-il injuste ? Qu'est-ce qui rend cette décision si difficile à accepter ? Bailey-Bellwen ajoute cependant une deuxième possibilité. Dans certains cas, la justice renversée peut aussi signaler de véritables préjugés, des abus de pouvoir ou des décisions injustes. Et de façon très intéressante, elle relie enfin cette carte au pendu renversé. Selon elle, quelqu'un qui se sent continuellement victime d'injustice peut finir par entrer dans une posture de martyr, persuadé d'être constamment sacrifié ou incompris, ce qui est le cas du pendu à l'envers. Et Dieu sait s'il en existe des personnes comme ça. Avant de passer à l'analyse de Rachel Pollack, dans son livre 78 Degrees of Wisdom, il faut rappeler quelque chose d'important concernant le Rider-Waite. Comme la justice et la force ont été inversées par rapport au tarot de Marseille, la structure du parcours initiatique n'est plus exactement la même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, dans certains systèmes d'analyse, où les arcanes sont organisés en lignes de 7 cartes, la justice occupe alors une position centrale dans le Rider-Waite-Smith, alors que dans le tarot de Marseille, évidemment, cette place revient à la force. Et forcément, justement, ça modifie l'accent symbolique du parcours. Donc chez Rachel Pollack, cette position centrale de la justice devient extrêmement importante parce qu'elle en fait un véritable point d'équilibre entre compréhension intérieure, responsabilité et action. Rachel Pollack commence par rappeler que l'image traditionnelle de la justice vient de Thémis, la déesse grecque, puis de la figure de Justitia dans le monde latin. Traditionnellement, cette justice porte un bandeau sur les yeux afin de montrer que la loi doit être impartiale. Mais dans le tarot, la justice n'est pas aveugle, on en a parlé déjà auparavant. Je pense que vous avez compris que par conséquent, elle va exprimer des choses différentes que la simple impartialité. Pour Rachel Pollack, cette absence de bandeau est essentielle car la justice du tarot demande au contraire de voir clairement la vérité sur soi-même et sur sa vie. Elle explique ensuite que la deuxième ligne des arcanes majeures, lorsque donc on fait des lignes de 7 cartes, représente un mouvement de retrait du monde extérieur afin de développer une vision intérieure plus profonde. Donc on part de la carte 8, la force, jusqu'à 13, la mort. Mais cette vision intérieure ne suffit pas. Elle doit conduire à une action concrète. Et toute la carte devient alors un équilibre entre compréhension et action. La balance représente la réflexion, la capacité à comprendre et à évaluer. L'épée, elle, va représenter l'action, la décision et la capacité à trancher. Rachel Pollack insiste beaucoup sur l'idée que nos choix nous construisent. Chaque décision prise devient une partie de nous-mêmes. Nos actes passés ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui et nos actions présentes façonnent la personne que nous deviendrons. L'épée à double tranchant symbolise aussi cette irréversibilité des choix. Une décision prise ne peut plus être annulée complètement, elle va entrer dans notre histoire personnelle. Rachel Pollack voit également dans cette carte une fusion du magicien et de la papesse. La papesse apparaît dans les deux colonnes et dans le voile aussi, placé derrière le personnage. Et le magicien apparaît dans la posture active de la justice, dans son vêtement rouge et dans son geste avec une main levée et l'autre baissée. Donc pour l'auteure américaine, la véritable action doit naître de la connaissance de soi et la sagesse doit ensuite être incarnée dans des actes réels. Elle développe aussi une réflexion très importante sur la responsabilité. Selon elle, la justice nous demande d'accepter que notre vie actuelle est en partie le résultat de nos décisions passées. Tant que nous considérons les événements comme de simples accidents, sans lien avec nous-mêmes, notre existence reste incompréhensible. Mais lorsque nous acceptons que nos choix ont contribué à construire notre personnalité,
alors une compréhension plus profonde devient possible. Rachel Pollack précise cependant que cette responsabilité ne signifie pas que nous contrôlons tout ce qui nous arrive. Elle prend l'exemple d'une catastrophe naturelle. Ça ne signifie évidemment pas que nous l'avons voulu ou même créé consciemment. Il existe des limites au contrôle humain quand même. Donc ce qu'elle appelle responsabilité, c'est tout autre chose. C'est la manière dont chaque expérience participe malgré tout à la formation de notre personnalité et à notre évolution intérieure. D'ailleurs, elle relie cette idée aux anciens rituels initiatiques. Dans ces traditions, après avoir reçu une révélation ou une vision sacrée, l'initié devait répondre activement. Il devait montrer qu'il comprenait qu'il faisait lui-même partie du processus de transformation. Pour Rachel Pollack, la justice représente précisément ce moment-là, le moment où il devient impossible de rester passif face à ce que l'on comprend de soi-même. Elle revient également sur l'image de la balance comme symbole d'un point central immobile au milieu des opposés. Passé et futur, lumière et obscurité, vie et mort. Trouver ce centre permettrait alors de devenir plus libre intérieurement. Rachel Pollack parle aussi du libre arbitre, notion particulièrement complexe finalement car mal comprise. Selon elle, beaucoup de personnes pensent être libres alors qu'elles répètent simplement des comportements anciens qu'elles ne comprennent pas encore. Le tarot ne supprimerait pas le libre arbitre, bien sûr, mais il montrerait plutôt à quel point nous l'utilisons peu consciemment. C'est pourquoi la justice exige une honnêteté absolue envers soi-même. Elle nous oblige à regarder clairement les conséquences de nos actes, nos mécanismes, nos choix et notre responsabilité dans ce que nous vivons. À l'endroit, la carte peut donc représenter l'honnêteté, l'équité, des décisions justes ou des actions cohérentes. Renversée, elle peut au contraire signaler le déni, l'injustice, les décisions biaisées ou encore une tendance à se vivre continuellement comme victime des autres ou des circonstances. On a déjà vu ces significations avec Béné Bellouen. Et Rachel Pollack conclut finalement sur une idée très forte. Rien ne peut nous sauver à notre place. La justice nous renvoie toujours à notre propre responsabilité face à notre vie. Mary Greer, c'est son tour, ramène davantage la carte dans le concret du quotidien. Les décisions, les relations, les conséquences de nos actes, mais aussi les déséquilibres très réels que nous pouvons vivre dans notre vie personnelle ou sociale. Pour Mary Greer, lorsque la justice apparaît dans un tirage, ça signifie souvent que nous sommes amenés à répondre de nos actes. La carte apparaît fréquemment à un moment où une décision importante doit être prise ou lorsque les conséquences d'anciennes décisions commencent à se manifester. Elle peut également concerner des accords passés avec d'autres personnes, des contrats, des partenariats, des mariages, des négociations, des échanges, des règlements. Et la justice pose alors une question évidemment essentielle, comment équilibrer ses propres besoins avec ceux des autres. Comme beaucoup d'auteurs, Mary Greer associe aussi cette carte au domaine légal, procès, médiation, enquête, procédure judiciaire ou administrative. Elle souligne également que la justice peut représenter la personne qui cherche à rétablir l'équilibre, le juge, l'avocat, le médiateur ou simplement quelqu'un qui tente d'agir avec équité. Elle insiste beaucoup sur l'idée de vérité personnelle. Pour elle, il ne suffit pas d'être juste envers les autres, il faut aussi être honnête envers soi-même. Sinon, aucun accord ou aucune décision ne peut réellement être équilibrée. La carte nous propose donc de peser le pour et le contre, d'analyser, de comparer, d'évaluer, parfois même de faire des listes ou à examiner rationnellement les différentes options possibles. Mary Greer remarque aussi que cette carte peut être liée à l'écriture, à la critique ou au travail intellectuel. En effet, la justice demande de la précision, de la discipline, de la cohérence et de la rigueur. Dans les relations, elle peut indiquer une recherche d'équilibre dans le partage des responsabilités et elle peut aussi concerner le besoin de rendre une relation plus officielle ou plus clairement définie. Mary Greer rappelle également que la déesse Thémis représente non seulement la justice,
mais aussi les conventions sociales et ce qui est considéré comme acceptable dans une société donnée. Lorsque la justice apparaît renversée, la première réaction est souvent un sentiment d'injustice. Quelque chose semble déséquilibré, injuste ou incohérent. Il peut y avoir des complications légales, des conflits ou des difficultés à accepter les conséquences de ces actes, mais l'auteur nuance cette idée. La justice renversée peut aussi indiquer qu'un rééquilibrage est nécessaire dans la vie ou dans les relations. Elle peut révéler des déséquilibres anciens qui ne peuvent plus être ignorés. Elle évoque aussi la honte, la culpabilité ou la difficulté à reconnaître ses erreurs. Mais à l'inverse, la carte peut parfois représenter une véritable prise de responsabilité et une acceptation honnête de ses fautes. Mary Greer insiste aussi sur le fait que certains repères habituels peuvent devenir instables. Les anciennes règles, les habitudes ou les attentes sociales ne suffisent plus forcément à orienter correctement les décisions. Il faut alors apprendre à réagir avec plus de souplesse et d'adaptation. Dans ces aspects plus difficiles, la justice renversée peut aussi évoquer les préjugés, les biais, les abus de pouvoir ou des jugements profondément injustes. Enfin, quelque chose d'important est souligné à propos de cette carte. Trouver une forme de justice intérieure est souvent beaucoup plus difficile que juger les autres ou dénoncer les injustices extérieures. La justice demande donc un équilibre délicat, rester lucide, honnête et cohérent, sans tomber dans la rigidité, la froideur ou l'obsession du contrôle. Emmanuel Iger ajoute quelques éléments intéressants pour sa part concernant la justice du Rider-Waite-Smith. Bon, d'abord évidemment le passage du numéro 8 au numéro 11. Pour elle, le 11 marque une nouvelle étape après le 1 du battleur. Le battleur représente l'entrée dans le monde en tant qu'individu et la justice en 11 représenterait alors le moment où l'on choisit consciemment d'être fidèle à soi-même. Elle remarque aussi que cette couronne à 3 pointes peut évoquer une dimension trinitaire ou sacrée. Dans cette lecture, la justice du Rider-Waite serait moins une justice humaine qu'une forme de justice supérieure ou spirituelle. Il y a également un carré, alors j'approche la carte pour que vous le voyez. Voilà, au milieu de la couronne, je pense que c'est... Voilà, j'ai fait le point. Il y a donc un carré qui va rappeler également, selon Emmanuel Iger, la stabilité et l'immuabilité de l'empereur. Certaines règles fondamentales ne changent pas constamment. Et enfin, il y a un symbole circulaire qui est présent sur le manteau. Alors là aussi, je vous rapproche. Voilà. On voit un cercle inscrit dans une forme carrée. Et ça peut être vu comme une image de l'âme agissant dans la matière. Nos actes dans le monde deviennent alors la manière concrète de vérifier si nous sommes réellement fidèles à nous-mêmes. Il est temps maintenant de mettre les deux cartes côte à côte pour mieux synthétiser les différences et les points communs. Alors voici nos deux petites justices côte à côte. Vous allez pouvoir choisir celle que vous préférez. Donc dans les deux cas, on retrouve cette femme assise. On retrouve la balance, l'épée, des colonnes et un regard frontal. Mais dans le tarot de Marseille, la justice reste traversée par cette forme de dissymétrie avec cette balance qui penche légèrement, l'épée qui n'est pas parfaitement alignée et le corps lui-même qui semble plus vivant que dans la justice du Rider. Donc plusieurs auteurs y voient une justice plus humaine, plus intérieure, parfois même une justice capable d'introduire une forme de nuance ou de miséricorde. La justice du tarot de Marseille semble surtout poser une question très personnelle. Suis-je fidèle à moi-même? Est-ce que mes actes sont alignés avec ce que je suis profondément? La carte confronte chacun à sa propre vérité intérieure. Dans le Rider-Waite-Smith, tout semble un peu plus stable, plus maîtrisé, l'épée parfaitement droite, la balance est rigoureusement équilibrée, et ce personnage semble presque statufié. Le Rider-Waite donne une impression d'ordre, de contrôle et de rationalité plus forte que dans le Marseille.
Mais dans les deux cas, la justice reste une carte exigeante qui oblige à regarder les choses en face, à peser, à trancher, à choisir et surtout à accepter que chaque décision participe à construire ce que nous devenons. Et puis bien sûr, la différence essentielle, je n'y reviendrai pas trop longtemps, c'est le chiffre, donc la position de la justice dans l'intégralité du tarot, du voyage du tarot. On n'aura plus donc la justice dans la même position. Alors, quelle version je préfère? Eh bien, je dirais celle du tarot de Marseille, justement parce qu'elle n'est pas parfaitement symétrique. Il y a quelque chose de légèrement déséquilibré dans cette carte, donc ça lui donne ce côté plus vivant, plus humain. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai longtemps été quelqu'un de très perfectionniste. Or, le perfectionnisme peut devenir quelque chose de très dur à vivre parce qu'on n'est jamais satisfait, on n'est jamais vraiment en paix avec ce qu'on fait. D'ailleurs, récemment, j'ai écouté des interviews de Michael Jackson et j'ai été frappée parce que je l'ai entendu dire qu'il ne pouvait pas être heureux parce qu'il était perfectionniste, donc jamais satisfait. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de ça lorsque je me suis formée au coaching à l'Institut des neurosciences appliquées, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et je me souviens que David Lefrançois, qui faisait encore des séminaires en présentiel, avait dit que les perfectionnistes étaient les gens les plus malheureux de la Terre. Ah, c'est sûr que lui, il n'était pas. Donc, comme ce n'est pas mon but d'être malheureuse, j'ai essayé de non plus chercher la perfection, mais de chercher l'excellence. Et pour moi, il y a quelque chose de cette idée-là dans la justice du tarot de Marseille. Une recherche d'équilibre qui reste humaine, donc imparfaite, mais vivante. Pas une espèce de perfection froide ou complètement figée. Bon, je vous propose d'aller voir maintenant d'autres représentations de la justice dans d'autres jeux. Alors j'aime bien qu'il y ait une continuité, donc je vais vous proposer des jeux que je montre à chaque fois. Et puis un ou deux dans d'autres tarots, comme ça vous pourrez voir aussi d'autres styles et puis des tarots que je viens d'acquérir. Et me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Donc on démarre comme d'habitude avec le tarot de la forêt enchanté, mais je vais passer assez vite parce que j'ai déjà fait un short pour présenter la justice dans ce tarot. Donc la justice ici devient le cerf, ou le cerf. Pas de colonne de pierre, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de glaive, mais on a une hache et un bouclier. Donc la justice ici, c'est celle de la nature, c'est pas celle des hommes. Le cerf nous est proposé comme une figure à la fois humaine et animale, puisque vous voyez que la tête, certes, c'est le cerf, mais le reste du corps, c'est humain. Donc c'est le gardien de la forêt. Il a un regard très calme, mais aussi très fixe et très conscient. Je vous rapproche la carte pour que vous voyez le regard. Voilà. Il a même l'air de froncer un sourcil. Donc c'est pas marrant non plus. De toute façon, on va pas voir des justices danser la farandole. Ces bois, donc les bois du cerf, se prolongent presque dans les arbres, dans les branches des arbres derrière lui, comme s'il faisait partie de la forêt et de l'équilibre vivant du monde. Donc pour la hache et le bouclier, je vous renvoie au short. Je le mettrai en haut là, je mettrai le lien pour que vous alliez le voir et vous connaîtrez donc la signification. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette version, c'est qu'on retrouve toujours l'idée classique de la justice avec notre responsabilité dans les actions qu'on pose, les conséquences qui en découlent, l'équilibre. Et ici, ça va être déplacé vers une dimension écologique. Le livret nous précise que dans la nature, il n'y a ni punition ni récompense au sens moral. Il y a simplement des conséquences et qu'on récolte ce qu'on a semé. Cette idée fonctionne aussi bien sur un plan collectif qu'individuel. Donc le déséquilibre provoqué dans la nature finit toujours par produire une réaction. Mais le livret parle aussi de responsabilité personnelle, de réalignement et du besoin d'agir avec honnêteté et intégrité. Dans ce tarot, la justice devient presque une loi vivante de l'équilibre naturel, quelque chose qui nous rappelle que nous faisons partie d'un ensemble beaucoup plus vaste que nous.
Quoi qu'il en soit, le cerf nous regarde aussi frontalement que la justice que nous venons de voir dans les deux systèmes analysés précédemment. Et vous vous doutez que ça va être sa marque de fabrique. Elle n'est pas là pour déconner. On passe ensuite à la justice du très beau tarot des mondes oniriques et son monde éthéré. Donc évidemment, la justice ici est beaucoup plus aérienne, presque irréelle. Elle donne l'impression de flotter entre le rêve, le symbole, le monde spirituel. Toujours pas de trône, pas de colonne de pierre et même pas d'épée. Le personnage semble suspendu dans les branches, entouré de papillons, avec, je vous rapproche la carte, de très grandes ailes, noires et blanches, qui renforcent cette idée d'équilibre entre les deux polarités. Cette justice ne fait pas dans l'entre-deux, c'est blanc ou c'est noir. Alors pourquoi il n'y a pas d'épée sur cette représentation? À la place, elle tient une grande plume. Et le livret nous indique que c'est une référence directe à la déesse égyptienne Mat, vous vous souvenez, celle qui pesait l'âme des morts sur une balance. Personnellement, moi, j'y ai vu la plume de l'écrivain et le fait que l'écriture, les mots, peuvent parfois être aussi tranchants qu'une lame. Alors si vous regardez de près, donc là, il faut zoomer. Il faut prendre une photo de cette carte et zoomer. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, la justice, elle a les yeux blancs. Dans les autres, elle les avait noirs. Ici, elle les a blancs. Mais les auteurs précisent que ce n'est pas parce qu'elle est aveugle. Au contraire, elle voit au-delà des apparences. Et elle voit, en fait, elle traverse les illusions, les émotions, les faux semblants. Elle va atteindre quelque chose de plus essentiel, de plus vrai. Si je zoome plus, non, après c'est flou. Voilà, donc j'espère que vous voyez ce regard donc de la justice de ce tarot. Les yeux sont blancs. Donc on retrouve ici une justice qui est très liée au karma et aux conséquences des actes, comme finalement dans de très nombreux jeux. Et il y a tout un tas de papillons autour d'elle qui renforcent cette idée de transformation de l'âme, de métamorphose et d'évolution. Alors je vous invite à vous procurer ce tarot parce qu'il y a tout un tas de petits symboles, on les a analysés dans d'autres cartes. Ici, je les vois pas bien, il me faudrait rezoomer sur la photo et pas sur la vidéo. Mais il y a tout un tas de petits détails à analyser dans ce tarot. Donc, contrairement à certaines représentations très rigides de la justice, évidemment, celle-ci, elle me donne davantage l'impression de fluidité, de légèreté, comme quoi il ne serait pas si difficile d'emprunter le chemin de la responsabilité et de l'intégrité. Autre ambiance avec le Darkwood Tarot, déjà que c'est pas un tarot très fun, la justice ici, il est encore moins. Alors, elle ressemble à une reine des bois, installée dans un immense arbre noir qui lui sert de trône. Elle a toujours, elle, par contre, l'épée ici et la balance traditionnelle. Mais ce qui m'a frappé dans cette carte, ce sont les deux jeunes filles qui sont agenouillées ici, à ses pieds, qui ont les yeux bandés et les mains attachées derrière le dos. Alors c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas d'autres personnages dans la carte de la justice, elle est seule à la rendre. Et ces deux jeunes filles m'ont tout de suite fait penser à la carte du diable. Hein. C'est assez troublant, où il y a aussi ces deux personnages qui sont attachés à l'estrade du diable. En fait, ce sont deux criminels, hein, entre guillemets, finalement, puisque le livret explique qu'elles ne pourront retirer leur bandeau qu'une fois qu'elles auront accepté leurs responsabilités et reconnu les conséquences de leurs actes. Donc encore une version où la justice est profondément liée au karma et à la responsabilité personnelle, et à l'idée que tout ce que nous envoyons dans le monde finit par nous revenir. Nos actions, nos choix, notre énergie, nos intentions, tout laisse une trace. On retrouve aussi ce qu'on appelle dans certaines traditions ésotériques la règle de 3. Donc l'énergie que l'on déploie reviendrait multipliée par 3. Donc il faut vraiment faire gaffe quand c'est une énergie qui est négative. Le livret évoque aussi des choses beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus humaines, telles que les mensonges, les ragots, l'humiliation, le besoin de se sentir supérieur aux autres, ou encore la tendance à se victimiser qu'on a déjà vu. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas bien ce tarot qu'avec chaque carte, l'auteur propose un travail sur l'ombre très intéressant,
Je rappelle rapidement que l'ombre est un concept jungien du psychanalyste psychiatre Carl Jung, expliquant qu'en chacun de nous résident des parts d'ombre qu'il est important de travailler pour les mettre en lumière et pour évoluer. Donc, par exemple, ici, la tendance à se victimiser est une part d'ombre qui est très courante chez l'être humain, parce que ça tend à reporter tous les malheurs qui nous arrivent sur les autres, ce qui empêche évidemment toute remise en question et tout développement personnel. Donc cette justice oblige donc à regarder très honnêtement sa propre part d'ombre. Mais elle montre aussi qu'il est possible de se libérer à partir du moment où l'on assume réellement ses actes et ses choix. Là encore, on retrouve cette idée présente dans beaucoup de versions de la justice. La vérité finit toujours par demander à être regardée en face. On passe à une superbe justice de style élisabétain dans le tarot Illuminati. Elle est vraiment majestueuse, elle est très théâtrale. Regardez comme elle tient la balance ici d'un geste délicat. Il n'y a qu'elle, il n'y a que cette justice dans ce tarot, dans ce tarot qui tient la balance comme ça. Elle est immobile au milieu d'un décor monumental avec sa balance, son glaive bien droit. Donc moi, elle m'évoque l'autorité absolue de par son regard, sa posture aussi digne, très droite. Quand on dit droite comme la justice, on peut vraiment montrer cette carte. Elle semble tout simplement inébranlable. Le livret développe d'ailleurs une vision très cosmique de la justice. Il explique que chaque action entraîne une réaction, chaque cause un effet, comme dans toutes les interprétations jusqu'ici, et que la justice se situe au centre de cet immense réseau de conséquences, comme un pivot immobile, un point central autour duquel l'univers continue de tourner et de s'équilibrer. Et j'adore cette image de ce pivot central. Puis le livret parle aussi de morale en disant que justement la justice ne juge pas moralement, elle ne récompense pas ou ne punit pas comme le ferait une figure religieuse, par exemple, parce qu'elle, son rôle, c'est de calculer, d'équilibrer et de maintenir l'ordre des causes et des effets en nous rappelant que nous faisons nous aussi partie de cet équilibre. Nous ne sommes pas séparés du reste du monde ou des autres êtres vivants. Chacun de nos choix modifie légèrement les plateaux de la balance. Dans ce tarot, la justice devient presque une loi fondamentale de l'univers, une mécanique invisible dans laquelle chaque action laisse une trace. Voici l'avant-dernière représentation de la justice que je vous propose et j'ai choisi le tarot divinatoire du Corbeau que j'ai acquis assez récemment sur Vinted. Bon, c'est un tarot assez spécial qui est plutôt symbolique, figuratif. Il n'y a pas de véritable scène de vie. Donc il est très intéressant à utiliser, mais à mon goût, les cartes donc sont entourées, comme vous le voyez, d'un gros cadre orange qui avale un peu trop l'image. Donc moi, je ne découpe pas les jeux, parce que je sais que certains le font, et ça vaudrait presque le coup. Mais alors après, bon courage pour retrouver à quoi correspond chaque carte. Donc celle-là encore, ça va, parce qu'on a les plateaux de la balance qui contiennent l'un une plume et l'autre une coupe et des bijoux. Donc c'est assez reconnaissable même sans personnage. Mais vous en avez d'autres, si vous découpez les bords, je ne sais pas si vous allez vous souvenir à quelle carte elle correspond. Donc ici, on a vraiment une simplicité qui rend la carte presque abstraite. Alors le livret ne décrit pas l'image, mais il va parler plutôt de l'idée de causalité et de conséquence, c'est toujours pareil. Donc la justice est présentée comme une sorte de loi morale de l'univers. Ce que nous faisons finit toujours par revenir vers nous, d'une manière ou d'une autre. Vous l'aurez compris, c'est le mantra de la justice dans le tarot. Jusqu'à présent, je crois qu'aucune carte que je vous ai présentée dans cette série n'a eu de définition aussi homogène. Donc le texte du livret rappelle que même lorsque personne ne voit nos actes, ceux-ci continuent malgré tout à nous transformer intérieurement. Un mauvais geste peut nous poursuivre longtemps et à l'inverse, un acte sincèrement généreux produit aussi ses propres effets, parfois invisibles. Le livret dit presque que nous devenons nous-mêmes le produit de nos actes. En ce sens, nous sommes à la fois le juge, la balance et le résultat final de nos propres choix. Et finalement, malgré son aspect très dépouillé, cette carte reste fidèle à une idée qu'on retrouve dans presque toutes les versions de la justice.
Nos actions ont un poids, même lorsqu'elles semblent insignifiantes ou invisibles. Et je termine par un tarot que j'aime de plus en plus à chaque fois que je m'en sers. Il est trop beau. Le Pastoral Tarot avec son look de carte postale, puisque les cartes sont en format paysage. Et lui va ramener la justice dans quelque chose de très simple, de très quotidien. Donc pas de personnage, on a la justice qui devient ce petit stand de marché rempli de fruits, de légumes, de fleurs, avec une balance au milieu. Alors c'est trop joli, écoutez, hein, c'est bucolique à souhait. Moi j'ai presque envie d'acheter les produits qui sont proposés. Et ce que j'ai vu tout de suite, pour ma part, c'est la phrase inscrite sur le stand. Ici, take what you need, pay what you can. Prenez ce dont vous avez besoin, payez ce que vous pouvez. Et d'un seul coup, ici, la justice devient une réflexion sur la solidarité, la responsabilité collective, la confiance. Donc tout le monde peut se nourrir, mais chacun doit aussi participer à sa manière à l'équilibre du système. Le livret insiste d'ailleurs beaucoup sur cette idée de responsabilité personnelle, c'est-à-dire faire ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. Ne pas voler, simplement parce qu'on sait intérieurement que ce ne serait pas juste. La balance rappelle aussi qu'il faut peser toutes les dimensions d'une situation avant d'agir, puisque chaque action a des conséquences, maintenant on le sait, si jamais il y avait encore un doute dans nos esprits. Même un simple fruit posé sur ce stand représente le travail de quelqu'un, du temps, de l'effort, toute une chaîne invisible de causes et d'effets. Et finalement, cette carte parle de conscience morale, une conscience très simple, très humaine, celle qui nous pousse à agir honnêtement, même lorsque nous pourrions facilement faire autrement. Donc après toutes les représentations plus cosmiques, plus spirituelles, symboliques de la justice, j'aime beaucoup que ce tarot termine sur quelque chose d'aussi humble et d'aussi concret. Comme si la véritable justice se jouait finalement dans les petits choix quotidiens, dans notre manière de vivre avec les autres, de participer au monde. Alors en travaillant cette carte pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte que la justice est probablement l'un des arcanes les plus complexes du tarot. Parce qu'au départ, on croit souvent qu'elle parle simplement de loi, de vérité ou de jugement, de démêlés judiciaires. Mais en regardant toutes ces représentations différentes, on comprend qu'elle touche en réalité à quelque chose de beaucoup plus vaste. Selon les jeux, la justice devient une force cosmique, une loi naturelle, une responsabilité morale, une quête de vérité intérieure, une conscience karmique ou simplement une manière juste de vivre avec les autres. Certaines versions sont très froides, implacables, alors que d'autres, au contraire, laissent davantage de place à l'humain, à l'équilibre vivant, à la nuance ou même à la miséricorde. Mais toutes semblent poser au fond la même question. Qu'est-ce que nous faisons de notre liberté, de nos choix et de nos responsabilités ? Et je trouve intéressant que presque toutes ces justices nous regardent droit dans les yeux, comme si cette carte refusait les faux-semblants, comme si elle nous obligeait toujours, à un moment ou à un autre, à revenir vers quelque chose de profondément honnête en nous. Et peut-être que la vraie difficulté de la justice est là. Ce n'est pas seulement juger les autres ou distinguer le bien du mal, mais apprendre à se regarder soi-même avec lucidité, sans complaisance, tout en restant profondément humain. J'espère en tout cas que cette exploration de la justice vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version de la justice vous parle le plus et pourquoi. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!